Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Deux Gars d'AdWord. Chaque semaine, nous retrouvons nos deux experts qui s'affrontent pour déterminer qui dominera le monde de Google Ads. D'un côté, Jason Keenan, le magicien du 514 qui transforme les mots-clés en or. Et de l'autre, Francis Davio, le stratège du 418 qui bâtit des campagnes aussi solides que les remparts de la ville de Québec. Est-ce que ce sera la finesse de Montréal ou la stratégie de Québec qui triomphera? Restez à l'écoute pour un débat aussi instructif qu'excitant. C'est parti pour les deux gars d'AdWord et que le meilleur gagne. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des deux gars d'AdWord. Mon nom est Francis Davio et comme à l'habitude, je suis accompagné du dompteur de clics, l'homme parmi les hommes, l'homme du 514. Et comme on peut voir, le 514 est supérieur au 418. Ça, oui. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pantoute. Je parle pas du code régional. Je te dis, je te parle du chiffre. 514 est supérieur à 418. Tu peux pas dire non? Il est plus gros. Comment ça se passe à Québec à ce temps-ci? J'ai entendu dire que vous avez plein de politiciens partout, là, puis pas grand-chose qui se passe. Ça, c'est... en fait, ça, c'est la routine. C'est le quotidien. Quand même une ville de fonctionnaires à Québec. Une ville de politique. Puis, effectivement, ça tourne en rond pas mal, j'ai l'impression. Mais... On parle d'un troisième lien, on parle d'un tramway, il n'y a rien qui se passe. On va juste parler. On est déjà rendu à notre 17e lien. On a 32 tramways. Tu sais, ça l'avance ici. Là. Ouais, je pense que notre projet de tramway il est mort. Quand même 8 milliards de dollars. Je suis triste. À 1 million du mètre. Ouais. C'est en plein ça. Ouais. Comment ça va, toi? Ben, ça va bien, les choses avancent. Montréal, on est toujours heureux. C'est positif ici. On a éliminé on a plus de politiciens, nous autres, on les a tout enlevés. On travaille tout seul, on est tous... c'est comme... J'aime pas ça utiliser le mot, là, mais utopique, c'est probablement ce que j'utilisais. C'est comme un monde de licorne à Montréal. Ah oui. Ah oui. Ouais. Il manque juste il faut juste que vous trouviez un trésor. Là. Un petit quelque chose pour vous aider à vous problèmes d'argent. Là. Vous avez checké derrière les chutes de Montmorency, peut-être qu'il y en a un petit trésor là-bas. Là. Ben, peut-être un portail vers autre chose, ça pourrait être drôle. Bon. Aujourd'hui, on parle de... Aujourd'hui, on va se parler d'intelligence artificielle. Ça te dit-tu quelque chose, ça? Oui. C'est pas mal le talk de l'année depuis, Ben, en fait, depuis novembre dernier, 2022, oui. Ouais. Depuis novembre 2022, avec l'arrivée de ChatGPT, on dirait que ça a beaucoup démocratisé l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui était déjà là en place depuis plusieurs années quand même, mais on a passé une nouvelle étape, puis là, on a comme une explosion de cette intelligence artificielle-là. Il y en a partout, tout le monde en parle, mais en fait, on a l'impression que tout le monde en parle. C'est pas tout à fait la réalité, mais c'est de plus en plus présent. Ouais. Il y en a qui ne savent pas encore c'est quoi. C'est un peu surprenant. Mais c'est, comme tu dis, OpenAI, ChatGPT, c'est qu'est-ce qui est rentré en novembre dernier, qui a comme un peu ouvert la porte à démontrer ce que ça pouvait faire dans un sens. Sans compter tous les générateurs d'images qui ont été créés à côté. Puis, en tout cas, il y a plein de choses que l'AI peut faire maintenant. Ça a venu chambouler un peu là, le marché parce que t'as ChatGPT qui est rentré, puis ça a fait peur à Google, puis ils se sont lancés tout de suite sur Bard. T'as la version de Meta qui est Llama, c'est ça? Oui. Je pense que je suis là. Là, tu viens d'en avoir un qui est annoncé par la compagnie d'Elon Musk, qui va en sortir un autre bientôt. Fait que mais ça, c'est tous des générateurs de texte on dirait que le monde se lance plutôt là-dedans. Mais il y a quand même du AI, comme tu dis, dans les arrière-plans de Google Ads. Tous les logiciels maintenant, ils commencent à l'intégrer tranquillement.
Encore là, c'est du générateur de texte. Mais moi, j'utilise une application qui s'appelle Spark pour mes courriels. Puis tout dernièrement, ils ont intégré le AI dans ce logiciel-là. Puis moi, je trouve ça vraiment, vraiment génial parce que des fois, je reçois des très longues infolettes complexes, beaucoup d'informations dedans. Puis automatiquement, ce logiciel-là, ça peut faire un résumé du texte. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment le fun. Puis, en tout cas, sans compter toutes les autres applications comme Photoshop qui peuvent maintenant, comme c'est fou, hein? Tu peux effacer un arrière-plan puis le remplacer par quelque chose d'autre complètement. Puis c'est tout dynamique. Puis ça paraît presque pas à l'œil. En tout cas, on est dans c'est une belle ère de découverte. Je pense que 2024-2025, ça va vraiment évoluer très rapidement. On est vraiment dans un autre monde. C'est Caroline, hein, pour... T'as quel âge, Jason? Moi, je vais avoir 47, là. 42 ans. 42 ans. Imagine, là, je sais pas si tu te rappelles dans ton enfance, c'était comme nos rêves les plus fous d'avoir justement là, on regardait nos dessins animés de science-fiction, puis on rêvait d'avoir justement ces intelligences artificielles-là qui pouvaient, des petits robots qui pouvaient communiquer avec nous autres. On est rendu là, tabarnouche, c'est fou. Oui, vraiment. C'est un monde de Star Trek. Puis c'est impressionnant ce que ça peut faire. Honnêtement. Ouais. Moi, j'étais en train de découvrir avec ChatGPT, tu peux importer des annonces, pas des annonces, mais des images. Mm-hmm. Puis il va décrire l'image complètement. Il va. J'ai fait récemment importer une image pour accompagner, pour faire une publication sur Facebook. J'ai demandé de faire d'analyser l'image puis de me créer un post Facebook juste à partir de l'image, puis il l'a fait. Ah ouais. Dans le détail, j'ai été vraiment étonné de voir la performance. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On est ailleurs. Quand tu utilises des outils comme ça, est-ce que tu as une préférence? Est-ce que tu vas plus vers Bard? En passant à Bard, peut-être qu'on devrait dire aux gens qui nous écoutent que Bard, en ce moment, à l'heure actuelle, il faut que tu aies un VPN. Tu connectes sur un serveur aux États-Unis pour pouvoir y accéder. Mais on les a tous testés. Est-ce que tu as une préférence ou est-ce que tu pourrais dire que tu utilises un outil pour telle affaire, puis disons que tu as une tâche à faire, je veux dire, ça c'est une tâche pour Bars ou ça c'est une tâche pour, tu sais. Est-ce que tu commences à voir les différences? Pour l'instant, bon, pour ce qui est de la génération d'images, depuis que ChatGPT a importé DALL-E 3, intégré DALL-E 3 directement dans le chat, j'ai laissé tomber Midjourney. Je trouve que les images sont plus intéressantes pour l'instant, puis il comprend mieux le contexte. OK. Fait que j'ai laissé tomber celui-là. Bard versus ChatGPT, j'ai une préférence encore pour ChatGPT parce que c'est celui que j'ai utilisé le plus. Je le maîtrise mieux, mais en même temps, naturellement, à chaque fois que je vais aller sur Bard, il faut que j'ouvre le VPN pour me connecter. Ça fait que ça crée une erreur avec mon ChatGPT ici qui n'était pas sur le VPN. Puis, bon, je l'utilise un peu moins. Mais, ceci étant dit... Mais quand tu parles de maîtriser, là, c'est quoi qu'il faut que tu fasses pour maîtriser cet outil-là? Il faut que tu apprennes à bien converser avec. Tu as une conversation, moi, c'est de même, je le vois. J'ai appris avec le temps à mettre les bons paramètres dans mes prompts pour créer quelque chose d'intéressant. Si je prends exactement le prompt que j'ai mis dans ChatGPT, je le mets dans Bard, les résultats ne sont pas toujours aussi... sont différents. OK. Puis, comme j'ai moins navigué dedans, j'ai un petit peu plus de difficulté à arriver au résultat que je veux. Mais moi, j'ai l'impression que les deux sont aussi performants. Le fait que Bard est connecté à Internet, tu as des connaissances qui sont un peu plus à jour. Mais encore là, avec ChatGPT, on a maintenant là, accès jusqu'en 2022.
Puis si j'ai pas l'information que je veux, ben, je vais la chercher, puis je lui donne l'information pour qu'il me crée quelque chose à partir de là. OK. Fait que là, tu t'en sers pour générer des fois des publications sur les médias sociaux. Est-ce que tu t'en es servi dans le contexte de Google Ads, toi? Moi, je m'en sers souvent avec ça. Avec Google Ads, je vais l'utiliser pour générer mes textes d'annonces. Mm-hmm. En donnant du contexte, en donnant je vais copier le texte de la page de la landing page, puis là, je vais lui demander de me créer des titres en fonction de des titres relatifs aux mots-clés, des titres relatifs aux caractéristiques du produit ou du service, relatifs à preuves sociales, des messages de marque. Ce qui fait que, en créant ça de cette façon-là, je vais chercher 4 exemples de chaque, plus les descriptions. Ben, en faisant ça de cette façon-là, je m'assure que mes annonces sont toujours au maximum. Tu sais, quand tu regardes la qualité de l'annonce, ouais. Et je vais chercher presque toujours le maximum sans me casser la tête avec ça. Parce que mes textes sont différents. Puis, avec la quantité de textes que j'ai, ben, au moins, je peux choisir là-dedans, je peux choisir les meilleurs, ça reste que c'est encore moi qui décide, mais les textes ont été rédigés par ChatGPT. Ouais. OK. Toi, tu es sûr? Ben oui. Probablement pas exactement de la même façon que toi, là. En tout cas, dans Google Ads, pendant un certain temps, il y a une petite fenêtre, là, je pense cet été, où est-ce qu'il y a ChatGPT, un genre de, je n'ai pas dit chat, mais c'est Bardware. À partir de l'interface, dans la création d'annonces, ça l'a apparu pour moi. J'ai eu ça dans un de mes comptes, puis je ne l'ai plus jamais revu depuis. Là, à ce moment-là, je l'ai testé rapidement, voir ce que ça donnait. Je dois avouer que c'est le fun parce que le bout, des fois, le plus plate, ça peut être de créer les annonces. Parce que quand tu as 10, 12 headlines à créer, 4 descriptions, des fois, tu peux en faire 1, 2, 3, puis tu sais plus quoi dire, tu sais, je sais pas. Oui. Là, tu commences à tu manques d'inspiration, fait que c'est le fun d'avoir ça qui vient un peu combler ce manque-là. Ça, c'est cool. Mais des fois, je me demande si c'est vraiment un bon remplacement pour la créativité. Mais disons que ça dépend. Puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'en sert dans cette optique-là. Et même notre sponsor, Opteo, lui a commencé à l'intégrer aussi dans son interface. Il peut faire un peu la même chose, de générer des titres et des descriptions. Fait que, oui, c'est vrai. C'est partout, là. Ça va devenir encore plus simple pour les gens de générer du texte d'annonce très rapidement. Très, très, très rapidement. Je l'utilise aussi pour créer des espèces de personas, puis après ça, aller identifier ce serait quoi les meilleures audiences pour toucher ces gens-là, qui me donnent des bonnes idées, sans dire que c'est parfait, mais ils vont quand même me sortir des idées d'audience que j'aurais peut-être pas pensé, un angle de vue différent. Puis ensuite, une fois que ton persona est fait, ben, de la même façon, pour t'adresser à ce persona-là en particulier, quel texte que tu utiliserais pour tes annonces, pour tes images aussi. Il va te suggérer des images qui peuvent très, très bien faire le travail. Il y a de quoi d'intéressant là, il faut quand même le guider. Puis, où est-ce que je pense qu'il va falloir rester créatif, c'est que si tout le monde fait ça de la même façon, à un moment donné, tous les textes vont se ressembler, il n'y aura plus d'innovation. Mais tu as raison, je pense que... mais je pense que ça apporte un autre point aussi que... peut-être que tu pourrais parler tantôt, on se mentionnait avant l'épisode que tu avais 3 personas, 3 types, 3 rôles finalement que l'humain prend. Peut-être que ce serait intéressant que tu les nommes, ces 3 rôles-là, pour que les auditeurs et auditrices puissent savoir comment on peut interagir avec l'AI, comment on peut s'en servir, c'est quoi notre relation avec ça en contexte des annonces. Oui, absolument. Un petit peu comme ça ici. Ouais. Bon, si vous nous écoutez sur Spotify ou sur podcast, sachez qu'il y a une version YouTube, une version vidéo que vous allez pouvoir voir avec les images.
En fait, tout ça vient du livre de Fred Vallée. Mm-hmm. Et lui, ce qu'il déterminait là-dedans, bon, maintenant, il a ajouté un 4e rôle qui serait le stratège, mais il y a quand même 3 rôles principaux. Le rôle du pilote, le rôle du médecin, puis le rôle du professeur. T'sais, en gros, le pilote, lui, ce qu'il va faire, c'est que il va mettre en place les paramètres. C'est comme un pilote d'avion. Il va s'assurer, si je veux partir de Québec, me rendre à Montréal en avion, ben, il faut quand même entrer les paramètres. Même si techniquement, l'avion est capable de voler par lui-même, ouais. je ne suis pas encore prêt à dire que j'embarque dans un avion pas de pilote. Mais le pilote, lui, va entrer les paramètres. Une fois que les paramètres sont en place, l'avion a décollé. Il s'assure, il garde un œil sur ses systèmes, puis il s'assure que l'avion s'en va au bon endroit. Il va intervenir s'il y a quelque chose d'extérieur qui vient perturber le voyage. C'est un peu de la même façon que nous, on va intervenir manuellement dans nos comptes si jamais, par exemple, le client t'appelle, il dit « Regarde, je suis plus capable de prendre de nouveaux clients présentement, fait qu'on va diminuer un peu la cadence sur nos campagnes. » Ou il y a un événement X qui est en train de se produire, disons que je vais inventer une raison là, disons qu'il y a une grève de la fonction publique générale. Mettons. Qui fait que, bon, ben, tu peux pas te déplacer ou, bon, mais ça donne rien de payer pour amener des gens au magasin si les gens peuvent pas se rendre. Ça, c'est un peu le rôle du pilote. On va reprendre le contrôle. Puis, on peut prendre un rôle de pilote de chasse aussi pour aller chasser les nouvelles opportunités. C'est nous qui va les paramétrer. Le rôle du docteur, lui, est plus dans, à partir du moment où est-ce que ça va pas bien, il va être plus dans le diagnostic. Il va essayer de trouver une solution, il va tester des nouvelles stratégies d'enchères, il va tester peut-être une nouvelle correspondance de mots-clés, il va peut-être ajouter des audiences, des choses comme ça. Puis, il va regarder qu'est-ce qui se passe. Il va ajuster. Comme un médecin va faire avec toi, tu vas avoir un suivi. Il te donne un médicament, tu vas avoir un suivi. Bon, ben, ensuite, ben, on voit est-ce que ça s'améliore ou pas. Si ça ne s'améliore pas, ben, on va changer de stratégie. Il va être là aussi dans les recommandations pour éviter que le problème revienne, puis dans la prévention aussi. Donc, on va juste s'assurer que tout va bien, que on va aller un peu au-devant des problèmes possibles. Puis le dernier... réactif, le docteur. Pardon? Le plus réactif, le docteur. Ouais, c'est ça. Le pilote, c'est bon ce que tu dis là. Le pilote, lui, va configurer les choses, puis il va s'ajuster, s'assurer qu'on s'en va à bonne place. Le docteur, lui, est plus réactif quand on a un problème. Puis, proactif, on a le rôle du professeur qui, lui, va déjà éduquer la machine le plus possible. Donc, le professeur va lui dire notre objectif, c'est d'aller chercher tant d'appels, c'est de faire des ventes, c'est d'aller chercher des visites sur le site web. On l'éduque. On va lui dire je ne veux pas m'afficher sur tel ou tel terme, je ne veux pas que telle audience voit mes publicités, je ne veux pas que mes publicités apparaissent de telle heure à telle heure. Donc, le professeur, lui, va vraiment guider la machine plutôt que d'attendre qu'il se passe quelque chose. Mm-hmm. On va être vraiment en mode éducation. Il reste quand même du travail à faire pour nous. On n'a pas. on a encore un peu de travail. Mais notre rôle devient un peu plus stratégique, j'ai l'impression, que technique. Toute la technique, c'est la machine qui prend le contrôle. On le voit déjà avec les campagnes Performance Max qui sont de plus en plus présentes. La nouvelle campagne, le nouveau type d'annonce là, qui est sorti, je ne sais pas si tu l'as vu, là, Lead Gen on Demand. Ouais. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais. Moi, je l'ai vu en français, ça s'appelle pas comme ça n'a pas de sens le nom, mais bon. C'est des campagnes intelligentes, en fait. Là. Ouais. Il n'y a presque rien que tu peux faire là-dedans, Mm-hmm. à part mesurer les résultats. C'est ça. Si les résultats ne sont pas bons, on change des créatifs, on change ce qu'on peut changer, on l'active, on la désactive, on change le budget, mais c'est l'intelligence artificielle qui prend le dessus à ce moment-là.
Mm-hmm. Il reste que l'aspect humain, il faut quand même. Il y a quand même une créativité qui sort de là. Il faut quand même définir. En tout cas, ce que je comprends, là, c'est dans les trois rôles, c'est quand même un rôle à prendre à définir les objectifs clairement. Ça, c'est pas une machine qui peut te les inventer nécessairement pour toi. Il comprend pas non plus tous les contextes qui se passent autour des campagnes. Ça va même dans le sens des recommandations, les fameuses recommandations. On a parlé de ça la semaine dernière. Oui. Ils vont recommander, par exemple, d'ajouter une liste client. Ça c'est peut-être même pas applicable à ton client, ça. C'est peut-être c'est pas pertinent en tout. Fait que, tu sais, Ouais. il reste il y a encore beaucoup de choix humains à faire encore. Je pense que beaucoup de gens veulent que ça disparaisse complètement, que ça soit vraiment comme il y a un problème, c'est même plus à nous autres de régler le problème, ça va être à l'AI de trouver le contexte, puis de régler, puis de trouver la solution, puis d'ajuster ici, puis peut-être auto-générer des images on the fly parce que la première n'a pas fonctionné après un certain nombre de temps. Ça va peut-être venir, ça. Je suis pas mal convaincu, oui. Ouais, ben c'est le but, il faut que ça soit le plus simple possible. Mais reste que tu peux pas faire confiance nécessairement, surtout pas en ce moment, à ce qu'il génère pour toi. Il reste qu'on a encore besoin de jugement. Faut pas. Moi, je considère toujours Google comme un ado de 16 ans. C'est l'exemple que je ramène souvent que mon ado, il est bien capable de faire le ménage dans sa chambre si je dis de faire le ménage, mais il va toujours aller au plus simple. Hein. Fait que si je dis pas de pas pitcher ses bossales en dessous de son lit pour pas que ça paraisse, lui, il va le faire. Fait que c'est un peu comme ça que je considère Google. Super intelligent, capable de faire de grandes choses, mais si on le guide pas bien, il va se perdre en chemin. Puis si on lui donne des mauvais paramètres, ben, il va optimiser, lui, pour les paramètres qu'on lui a donnés. Ouais. Fait que si on lui a donné des conversions de façon égale, on lui dit je veux avoir des inscriptions à une infolette, puis je veux, bon, c'est peut-être une infolette aujourd'hui, les gens ne s'inscrivent plus, mais pour l'exemple, je veux avoir des inscriptions à l'infolette, puis je veux avoir des gens qui achètent, qui lui donnent ça égal, ben, il va se diriger, lui, vers l'infolette où est-ce que c'est plus facile d'aller chercher des gens, puis il va s'auto-optimiser pour ça, en laissant tomber ce qui est rentable. C'est à surveiller. Puis je pense qu'il faut juste avoir l'œil, il faut surveiller, il faut bien monitorer, puis l'intelligence artificielle nous ramène un peu aux bases du marketing, de la publicité. Est-ce que c'est rentable ou c'est pas rentable? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction ou pas? Est-ce que les chiffres d'affaires montent ou descendent? Ce qu'on n'avait plus le temps de faire, en fait. Oui, c'est ça. Mais actuellement, dans le contexte de Google Ads, le seul AI qui existe, c'est les stratégies d'enchères. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Ben, à part les campagnes comme le Performance Max puis les campagnes intelligentes. Ouais. De notre côté, au Canada, non. Je ne suis pas convaincu. Si Google est en train d'intégrer Bard dans Gmail, dans Gmail, dans Google Doc, dans Google Sheet, dans tous ces outils, ben, il va s'intégrer éventuellement dans Google Ads, c'est certain. Ouais. Microsoft fait la même chose avec Copilot là, qui s'en vient aussi. Ouais, beaucoup de belles choses à voir. Mais en général, pour les gens qui sont nouveaux à ça, est-ce que tu as des conseils à comment se lancer là-dedans? Premièrement, moi, je dirais que c'est beaucoup plus accessible que le monde le pense. C'est pas difficile d'avoir accès à quelque chose comme ChatGPT ou... mais à part de ça, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui veut commencer à apprendre comment l'utiliser? À l'utiliser, ben, pour utiliser un ChatGPT, par exemple, si on sort complètement de Google, prends le temps d'avoir une conversation avec. Attends-toi pas que la première réponse va être la meilleure. Il faut lui donner du contexte aussi beaucoup. C'est ce que j'ai remarqué avec le temps. Plus qu'il va y avoir de contexte,
plus les réponses vont être précises. Puis si tu ne sais pas comment lui donner de contexte, demande-lui. Dis-lui que tu veux créer une campagne. Je veux créer des annonces pour tel client. Pose-moi autant de questions que tu juges nécessaires pour pouvoir bien m'aider. Ah, OK. Le ChatGPT va te poser des questions, puis à partir du moment que tu vas avoir répondu à toutes les questions, là, il va te proposer quelque chose. OK, nice. Fait que ChatGPT peut t'aider peut t'aider à t'aider. Oui, c'est cool. C'est un bon truc, je savais même pas que tu peux faire ça. Ça me surprend pas que tu peux le faire, mais c'est jamais venu à mon esprit de le faire. Très cool. Il y a plein de belles possibilités. On peut lui demander de se mettre dans la peau de quelqu'un, d'un expert, d'un consultant en marketing, pour orienter ses réponses. Puis, si vous utilisez la version gratuite, la version GPT-3, là, ça prend plus de contexte. La version GPT-4, on peut lui donner un petit peu plus de latitude. Il comprend mieux la version payante. Ce que tu me disais aussi l'autre fois, c'est que tu peux utiliser ChatGPT 4 sur Bing sans avoir à payer. C'est ChatGPT 4 qui est intégré sur Bing avec le Bing Chat. Par contre, ça fait la job pour quelqu'un qui ne veut pas investir, qui ne veut pas payer. Mais le ChatGPT direct d'OpenAI, celui-là est beaucoup plus efficace à mon sens. Ouais. Même la génération d'images sur Bing Chat n'est pas aussi précise que si on a ChatGPT 4 avec DALL-E d'intégré. OK. Intéressant. OK. Fait que ça, tu payes un abonnement mensuel pour l'avoir. C'est 25 quelque chose. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est 20 $ américains. OK. Bon. Si vous ne voulez pas payer, vous achetez un VPN puis vous allez voir sur Bard. Il devrait faire pas mal devrait avoir pas mal les mêmes résultats. Ah, super. Bon, c'est une bonne conversation. C'est sûr que ça évolue tellement rapidement qu'on pourra peut-être revisiter ce sujet une autre fois dans le futur. Je pense que oui. Rendu à ChatGPT 10, puis quand Skynet va être activé, on en reparlera. On n'aura plus la chance d'en reparler, on va être contrôlé. C'est cool. Mais écoute, tu as partagé des bons trucs, des bons points de vue. C'est le fun d'entendre ça d'un professionnel. T'es plus calé que moi là-dedans, ça c'est clair. Fait que je te remercie d'avoir partagé toutes ces belles connaissances. Avec grand plaisir. Fait que je te remercie beaucoup pour l'épisode, Jason. C'est toujours un plaisir. Puis on se reparle la semaine prochaine. Yes. Salut tout le monde. Bon. Bye.